Salut les gens, vous regardez Pouce, l'émission de Click TV qui passe beaucoup, mais alors beaucoup trop de temps sur Internet. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux mecs qui ont décidé de parler d'actu sur les réseaux sociaux. L'un d'eux fabrique des mini-journaux pour YouTube et pour Instagram, et l'autre se passionne pour la politique et suit en direct des débats parlementaires sur Twitch entre deux parties de Fortnite et de Fall Guys. Jean Massier et Hugo Travers sont les invités de la première partie de l'émission. Et puis ensuite, on prendra un peu de hauteur avec Simon Nogueira, une star de TikTok qui passe son temps à cavaler sur les toits de ma ville. Pouce, ça commence maintenant. Générique. Salut Hugo Travers. Salut, ça va? Ça va et toi? Très bien. Tu as 23 ans. Exactement. Ceux qui ne te connaissent pas, tu t'es lancé en 2015 sur YouTube. Ta chaîne s'appelle Hugo Décrypte, une chaîne qui rassemble aujourd'hui 1 million d'abonnés. C'est un bel exploit quand on sait à quel point il est difficile de parler d'actu et de politique sur YouTube. Première question, est-ce que le fait d'avoir autant d'abonnés, tu viens de dépasser le cap du million récemment, change quelque chose à ta manière de travailler ? Fondamentalement, je pense pas que ça change grand-chose, si ce n'est que logiquement, au fil des années, la chaîne a grandi, donc nos moyens aussi. Maintenant, je suis pas tout seul, j'ai une équipe avec moi de journalistes, donc on a forcément plus de moyens. Ça pose aussi la question de la responsabilité qui est encore plus importante. Elle l'était déjà quand on a ne serait-ce que... Une grande audience implique de grandes responsabilités. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est évident que de ce point de vue-là, en fait, cette responsabilité, on l'a à partir du moment où on communique en ligne et on fait même une vidéo de 500 ou 2000 vues, mais elle est encore plus importante quand on a 300, 400 000 personnes par jour qui vont regarder les vidéos. Donc, ça implique d'être d'autant plus vigilant dans les infos qu'on va donner et aussi d'autant plus vigilant dans la vérification des infos et le caractère accessible du contenu qu'on va proposer. Et moi, c'est un peu les deux missions que j'ai en tête. Des informations vérifiées et des informations accessibles, claires, pour que n'importe qui puisse s'informer via la chaîne. Parce que pour le coup, quand tu étais un petit youtubeur, on pouvait te pardonner certaines choses parce qu'il y avait ce côté amateur, etc. Maintenant que tu as 1 million d'abonnés, on ne te pardonne plus rien. Bien sûr, et puis, mais c'est aussi Internet qui est comme ça, c'est-à-dire que nous, à la moindre erreur, à la moindre faute, on va forcément avoir des retours dans les commentaires qui peuvent suivre. Donc il y a un côté où il faut être très très vigilant de ce point de vue-là. Il y a parfois un côté aussi rageant parce que quand tu sais que tu as fait une erreur, ce qui peut arriver, c'est humain, et malgré toutes les vérifications qu'on a fait, parfois, je sais pas, tu te trompes sur un chiffre ou sur un truc, et que ça se retrouve dans la vidéo YouTube, tu t'en veux. Alors heureusement sur YouTube maintenant tu peux couper parfois certaines séquences, donc ça nous arrive si on voit qu'il y a une erreur de la couper pour pas qu'elle soit là. Mais sinon on connaît, c'est comme quand quelqu'un va lancer un projet sur Internet et si le projet ne plaît pas, tu as les retours qui te viennent dans la gueule de façon fois 1000. C'est ravageur. Mais ça te permet aussi d'être d'autant plus vigilant et de faire d'autant plus attention aux infos que tu vas donner et au travail que tu fais, quoi. À tes côtés, il y a Jean Massier. Salut Redon. Salut à toi. Tu t'es lancé en 2015, toi aussi. Décidément, quelle année? Toi, ton médium de prédilection, c'est Twitch. Ouais. Et sur Twitch, sur ta chaîne Jean Massier Acropolis, tu proposes des lives de débats de parlementaires commentés par tes soins. Ouais. C'est assez bizarre dit comme ça. Je vous propose qu'on regarde à quoi ça ressemble. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. Un peu de silence, s'il vous plaît. Et la parole est à monsieur Gérard Le Seul et à lui seul. Il faut donc avancer en faisant preuve d'un peu plus de pédagogie pour entraîner les acteurs du secteur qui ont tous joué le jeu des règles sanitaires et qui ont adapté leurs locaux. Continuez, monsieur Guerini. Excusez-moi, quand nous débattons, Continuez. vous criez. Quand nous ne débattons pas, vous pleurez. Régulez vos émotions, ça nous fera du bien. Et dans ce moment où justement... J'adore cette J'ai tête. rien dit là dans l'extrait. Ah, mais C'est tout que je commande pas. a dit tout ta tête, Bon, il me faut marrer ces petits moments, mais il faut surtout pas résumer ton travail à ça. Toi, t'es pas quotidien, toi, tu t'intéresses pas qu'à ça. Tu consacres des après-midi entières à suivre ces discussions à l'Assemblée et au Sénat. Comment t'es venue cette idée ? Cette idée, elle m'est venue d'une part parce que je regardais beaucoup Twitch déjà en 2015. À l'époque, c'était un peu plus confidentiel qu'aujourd'hui, même si ça commençait pas mal à percer en France. Beaucoup pour du jeu vidéo. Et ensuite, la deuxième chose, ça a été qu'en fait, moi, j'ai bossé dans la politique, j'ai connu la politique de l'intérieur, je sais comment ça marche pour l'avoir vécu et pour avoir fait des études en lien avec ça. J'étais collaborateur de cabinet, j'ai bossé pour la ministre de la Santé à l'époque, Marisol Touraine. Et donc, du coup, en fait, j'ai vu de l'intérieur comment ça marchait, et c'est au moment des attentats de Charlie Hebdo que je me suis dit, mais en fait, cette expérience que j'ai acquise, c'est peut-être le moment de la transmettre pour expliquer aux gens, pour revigorer la démocratie, enfin, tout ce genre d'idées un peu que j'avais à ce moment-là. C'est à ce moment-là que je me suis dit, je vais me lancer, je vais faire un truc complètement
complètement barge, c'est que je vais commenter l'Assemblée nationale, qui est le jeu vidéo que je connais le mieux, pour l'expliquer sur une plateforme où on commande des jeux vidéo. Voilà. Mais en plus, chez toi, c'est un engagement vraiment profond. De partager au plus grand nombre cet amour de la politique. Tu t'es engagé très tôt dans des associations, etc. pour ça, pour mettre la politique au cœur de la vie des Français. Ça a toujours été mon truc, les jeunes surtout. Moi, ça a toujours été les jeunes. J'ai toujours un truc sur... j'ai été engagé militant associatif quand j'étais jeune, sur la place des jeunes dans la démocratie. J'ai toujours considéré que les jeunes avaient leur place dans le débat public, que les jeunes ne sont pas des moins bons citoyens ou des petits citoyens. Non, c'est des citoyens comme les autres, qu'ils ont leur mot à dire et qu'ils ont eux aussi accès à ce truc-là qu'on appelle la politique, qui ne doit pas être réservé aux gens en costume-cravate qui parlent un langage qu'on ne comprend pas. Et c'est un truc sur lequel je me battrai toujours, c'est rendre la politique le plus accessible possible. Et ça, c'est vrai que c'est un combat qui vient d'assez loin pour moi et qu'aujourd'hui, je transforme sur Internet en faisant ça. Mais comment ça t'est venu? Parce que toi, tu fais partie d'une génération où il y a eu un désintérêt, un désamour énorme pour la politique et pour les partis. Le désamour de la politique, il vient surtout du désamour des politiques ou du format sur lequel s'explique la politique. En réalité, les jeunes ne se sont jamais désintéressés de la politique. Les questions climatiques, les questions... Enfin, je veux dire, tous ces sujets-là mobilisent les jeunes. Donc en fait, la politique a toujours été au cœur des jeunes. Par contre, la manière qu'a la politique de se faire, effectivement, les partis politiques, les trucs un peu classiques, les institutions poussiéreuses et tout, ça, effectivement, les jeunes s'y retrouvent pas. Il n'y a jamais eu aussi peu de jeunes dans les partis politiques qu'aujourd'hui. Il n'y a jamais eu aussi peu de jeunes dans les partis politiques aujourd'hui parce que les partis politiques sont en train d'arriver à la fin d'un cycle. La vieille démocratie représentative à la papa, elle est aujourd'hui en train de connaître la fin d'un cycle. On est dans un nouveau monde maintenant. On a des mouvements sociaux beaucoup plus spontanés, beaucoup plus organisés sur les réseaux sociaux. Les gilets jaunes, on l'a vu, les marches pour le climat. Enfin, on est sur une mutation du modèle démocratique. Et je pense que l'accompagnement de cette mutation, elle se fait aussi par un accompagnement d'une mutation médiatique. Et moi, c'est ce que je propose. Je dis, vas-y, nouvelle démocratie, nouvelle forme médiatique. Et on y va. Et on fait un truc qui change, qui est radicalement différent de ce qu'on connaissait avant. Et voilà. Alors sur Twitch, il y a une particularité, c'est que tu peux discuter avec ton chat. Qu'est-ce que ça change dans la couverture classique des questions d'actualité au gouvernement qu'on pouvait voir auparavant sur France 3? Ça change absolument tout parce que l'échange, c'est ce qui crée la grammaire de l'émission en fait. Cette émission n'existerait pas d'une part et de toute façon elle serait très différente si j'avais pas la possibilité de discuter directement avec les gens. Les gens peuvent non seulement me poser des questions, mais c'est même pas tant pour ça que je veux qu'il y ait un chat. Surtout je veux les voir réagir à ce qui est en train de se dire. Je veux les entendre eux me dire ce qu'ils en pensent, comment est-ce qu'ils voient les choses, comment est-ce qu'ils perçoivent ce qu'est en train de dire le député qui est en train de parler ou le ministre. Et ça pour moi c'est ce qui crée absolument tout l'intérêt de l'émission. D'ailleurs le mot même d'émission est même plus vraiment le bon en fait parce que j'aimais pas grand-chose. Je crée un espace de dialogue et de discussion. Et pour moi, l'interactivité, c'est pas un accessoire un peu cool. C'est au cœur du dispositif. Et s'il n'y avait pas ça, je pense que je ferais pas ce que je fais. Pour moi, c'est vraiment nous, au départ de ta chaîne, Acropolis. Acropolis, oui, c'est ça. C'était un peu l'idée, créer l'Acropole, recréer un espace de discussion. Et ça a toujours été ça. Vraiment, moi, je crée un espace de discussion, je propose un dialogue, je viens apporter des clés de compréhension. Mais fondamentalement, je suis surtout là pour demander aux gens, et vous en pensez quoi? Moi, je parle depuis tout à l'heure, mais vous en dites quoi là de ce qui est en train de se passer? Hugo, est-ce que toi aussi, tu mesures le désintérêt des jeunes pour la politique aujourd'hui? Ouais, comme disaient Jean, est-ce qu'il y a un réel désintérêt pour la politique? Je ne sais pas, mais il y a un rejet qui est évident, qui passe par plusieurs choses, qui passe, comme disait Jean à l'instant, sur les formes, les façons de faire de la politique traditionnelle, qui sont vues comme un peu vieillottes et pas forcément à jour, qui rejoignent aussi plus largement une sorte de rejet d'une certaine classe politique, où ça peut s'illustrer de différentes façons. Il y a aussi une autre dimension qui est juste la dimension d'information et la façon dont on s'informe au quotidien sur ces sujets, où à partir du moment où il y a un décalage dans la façon dont on consomme, ça peut être quel que soit le contenu, d'ailleurs ça peut être de l'information comme ça peut être autre chose, à partir du moment où il y a un décalage de ce point de vue-là entre ceux qui diffusent une information et parlent de politique, et ceux qui, notre génération, à partir du moment où il y a ce décalage-là, ça donne ce que ça donne, c'est-à-dire qu'il y a peu de jeunes aujourd'hui qui vont acheter Le Monde et le lire au quotidien, ou qui vont regarder le JT de façon régulière. Et donc, tout ça, en fait, est à reconstruire. Et c'est ce qu'on essaie de faire, je pense, tous les deux au quotidien. Parce que paradoxalement, l'information est partout aujourd'hui. On a le sentiment que la jeunesse n'a jamais été aussi peu informée. Est-ce que c'est un sentiment réel ou pas? Elle est énormément informée, la jeunesse, au sens où la quantité de messages d'information qu'on reçoit a jamais été aussi importante. Nos parents, à 20 ans, ils n'avaient pas la quantité d'informations qu'aujourd'hui un jeune de 20 ans bouffe dans la gueule, toute la journée. Bien sûr. Donc effectivement, en fait, l'information n'a jamais été aussi disponible, mais c'est pas parce que l'information est disponible qu'elle est de qualité, qu'elle est utile et qu'elle est pratique. Et donc, notamment les réseaux sociaux, on voit quand même beaucoup d'informations qui arrivent via des canaux qui sont complotistes, qui vérifient pas leurs sources, etc. Et qu'elle est au bon format, c'est-à-dire qu'on peut avoir des centaines de milliers d'articles disponibles en ligne pour parler d'un sujet, sauf que si jamais ces articles ne sont pas forcément un format adapté et propre à ce que nous on fait aujourd'hui quand on s'informe au quotidien, en fait ça peut être très utile. On peut avoir 100 000 formats d'articles très traditionnels sur un site internet qui durent 5-10 minutes à lire.
La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on le voit dans les retours des gens qui me suivent, etc., c'est pas un format qui est privilégié, le format d'article assez traditionnel. Donc on a beau en avoir des milliers disponibles en ligne, c'est pas forcément ce qui colle pour notre génération. Et c'est aussi nous, c'est l'objet sur la chaîne. Au début, on s'est lancé sur YouTube en se disant, il y a peu ou pas de contenu d'information sur YouTube à ce moment-là. Ah, il n'y en avait quasiment pas. Il n'y en avait quasiment pas. À part des contenus complotistes. Voilà, t'avais même les nouveaux médias bruts se lancer sur Facebook. Tous les médias investissaient Facebook. On leur disait c'est le Graal, c'est là que vous allez pouvoir avoir une grosse audience, etc. C'est là où il y avait de l'argent. Facebook donnait énormément d'argent. En plus. Et moi, je veux dire, je passais peu de temps sur Facebook, je passais beaucoup de temps sur YouTube. Je me suis dit, allons lancer une chaîne YouTube pour ma génération. Même chose après sur Instagram. On s'est dit, Instagram, c'est pas juste une plateforme pour partager des photos de ses vacances ou autres. En réalité, c'est quoi? C'est une plateforme sur laquelle il y a des gens et il y a des outils. Les outils, c'est quoi? C'est un format de photo, un format de vidéo avec IGTV, un format de story, un format de diaporama. Et donc, on s'est dit, à partir de là, qu'est-ce que je peux utiliser pour faire de l'information? Et donc, on a utilisé ce format d'Instagram pour en faire des contenus d'actu avec des résumés au quotidien. Et même TikTok, c'est la même chose. Si je pousse un peu le truc au bout, on s'est lancé sur TikTok vraiment là en janvier, dans l'idée de se dire, TikTok, c'est quoi? C'est une plateforme. OK, aujourd'hui, tu as de la danse, et tu as de l'humour, et tu as plein d'autres choses. Mais en fait, qu'est-ce qui fait que tu n'aurais pas d'informations et d'actualité dessus? D'ailleurs, de nombreux médias se lancent sur TikTok aujourd'hui. Exactement. Et du coup, nous, on s'est lancé là en janvier. On a quasiment 300 000 abonnés sur TikTok. Et juste, on a réalisé qu'en fait, c'est quoi? C'est un format d'1 minute. Donc, c'est court, évidemment. Mais en 1 minute, on peut quand même dire des choses. Et donc, on essaie de le faire là-bas, quoi. Jean, pour le coup, on a grandi à une époque où la télévision trônait au milieu du salon. Grave. Et où le soir, on regardait le JT. Et quand on se faisait chier l'après-midi, on pouvait regarder les questions d'actualité au gouvernement sur France 3. Et on regardait, c'est ça le pire. Et on regardait. Et donc, du coup, d'une certaine manière, on était informés. Parfois, on était passifs, mais on était informés. Mais c'est l'archétype du truc qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que la diffusion des questions au gouvernement sur France 3, ça a été 20 ans de la diffusion d'un programme non expliqué, non commenté. Je veux dire, il faut avoir fait Sciences Po pour comprendre ce qui est en train de se passer. Tu vois, moi j'étais collégien, mais on avait le même âge. Tu vois, à 15 ans, je rentrais le mercredi après-midi du collège, j'allumais France 3 et je tombais sur cette espèce de truc lunaire. Moi je regardais pour la bagarre. Mais non, mais c'était pour ça. Mais pourquoi est-ce que tu veux regarder d'autres? De toute façon, il parle un langage que tu comprends pas. Tu sais pas qui c'est, le mec qui est en train de parler. Tu sais pas pourquoi est-ce que les mecs sont en train d'applaudir à côté. Tu n'as pas les clés de compréhension du truc. Donc forcément, qu'est-ce que tu retiens? Le côté théâtral, la bagarre. Tu dis c'est des gamins parce qu'effectivement, quand tu sais pas pourquoi ils sont en train de gueuler, tu dis qu'ils le font parce que c'est des gosses. Et donc en fait, j'ai aussi créé ce que j'ai créé précisément pour contrecarrer cet ovni médiatique qui n'a jamais rempli sa mission, qui était de rendre plus accessible le Parlement. Le Parlement n'a jamais été aussi impopulaire que depuis qu'on a créé des chaînes parlementaires. C'est vrai, parce que pour le coup, c'est dévastateur C'est dévastateur parce que ça renvoie une image très négative. Et donc voilà, donc effectivement, mais ça revient à ce que disait Hugo sur la manière que tu as d'apporter le format, la manière que tu as de présenter les choses. Une information brute de décoffrage comme une séance au Parlement, pour moi, ça ne remplit pas sa mission. Est-ce que les discussions parlementaires sont chiantes? Mais c'est chiant à mourir, mais c'est chiant à mourir. C'est pour ça qu'ils viennent pas en réalité, les sénateurs et les députés. C'est chiant à mourir quand t'as pas les clés de compréhension, quand tu sais pas ce qui est en train de se passer. En réalité, pour peu que tu aies les 2-3 clés qui permettent de comprendre ce qui est en train de se passer l'instant, en fait, ça devient vachement intéressant. Tu dis, mais putain, c'est trop bien. En fait, s'il est en train de dire ça, c'est parce qu'il est en train de mener une bagarre en lien avec des amendements dans une logique de machin. Du coup, c'est pour ça que le ministre, il est dans la merde. Du coup, c'est pour ça qu'il est pas content, le ministre. C'est parce qu'en fait, il est bloqué dans la... Enfin, tu vois, une fois que tu as les clés de compréhension, tu dis, mais en fait, c'est super intéressant. Et voilà, mais en fait, et ça devient intéressant quand tu as les clés de compréhension. Quand tu les as pas, c'est juste du théâtre. Et je pense que dans le problème du traitement médiatique de ces sujets, politiques d'ailleurs plus largement, il y a aussi le problème d'un certain entre-soi. Et j'essaie de m'expliquer, alors qu'il peut s'illustrer de plusieurs façons. Mais l'entre-soi, c'est aussi simplement des gens qui se parlent entre eux, parce qu'ils savent tous de quoi ils parlent, mais ils réalisent pas que tout le monde n'est pas au courant de ce que c'est. Je m'explique, quand, je sais pas, une chaîne d'information ou un média va dire du côté de Place Beauvau, on a annoncé qu'il se passerait ceci. Comment est-ce qu'un lycéen qui commence à s'informer est censé savoir que Place Beauvau, c'est égal à tel ministère, ou que Matignon, c'est... Enfin, c'est le genre de choses, en fait, où, sans compter d'ailleurs, en général, quand on va avoir un universitaire ou un journaliste expert sur un sujet qui va dire en interview, comme vous le savez, évidemment, l'Arizona, c'est un État qui vote depuis... Non, moi je ne sais pas que l'Arizona, ça vote républicain ou je ne sais quoi. Il y a trop de jargon aujourd'hui. Il y a trop de jargon, il y a trop de jargon, il y a trop de... Et je dis ça souvent... sans faire de généralité, mais ça peut arriver très souvent qu'on ait des gens qui soient experts sur des sujets, même un journaliste expert sur la politique internationale, sur la politique aux États-Unis, et qui va partir du principe que tout ce qu'il sait, les autres le savent. Et le problème, c'est quoi? C'est que ça donne, en termes de résultats,
des contenus qui parfois vont être pas du tout accessibles parce que il y a une sorte, encore une fois, de vase clos où on a l'impression que ce que moi je sais, les autres le savent. Le problème, c'est que non, tout le monde n'est pas au courant de l'histoire de la politique américaine, ni de comment fonctionne l'élection. Et donc, heureusement, beaucoup de médias commencent à faire ce travail d'explication, et d'ailleurs, beaucoup le font depuis très longtemps, mais ça reste assez insuffisant, et d'où là, le besoin d'essayer de combler ça et de faire attention au quotidien, notre travail. Il y a le travail, je disais, de vérification des informations. Il y a aussi le travail, notamment dans notre format des actus du jour, de se poser la question sur. Mais je voulais qu'on parle des infos du jour, justement, des actus du jour, pardon. Parce que pour le coup, depuis toujours, toi, tu as mis la pédagogie au cœur de ton travail. Mais là, depuis peu, tu as lancé un format de mini-JT de quelques minutes, formaté pour YouTube et pour Instagram. Sur YouTube, ça dure un peu moins de 10 minutes. Ouais. C'est la durée parfaite pour YouTube. Je vous propose qu'on regarde d'abord les titres du 7 octobre 2020. Vous comprendrez à quoi ça ressemble. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. La saturation des hôpitaux en France, la montée de néo-nazis en Allemagne, la polémique autour de Rihanna, programme un peu chargé aujourd'hui comme vous le voyez. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et on commence avec le sujet du jour, on va donc parler de la possible saturation des hôpitaux en France. En fait, depuis quelques jours, plusieurs hôpitaux s'alarment de voir le nombre de patients de Covid-19 en réanimation exploser. Et en Ile-de-France, par exemple, 40% des lits de réanimation sont occupés par des patients Covid. Concrètement, ça représente à peu près 449 malades en réanimation du Covid-19 et parmi eux, 168 ont été admis dans les dernières 24 heures. Pourquoi avoir eu envie de créer un mini-journal ? C'est une question qui n'était pas facile à trancher sur l'idée de lancer ce genre de format parce que nous, on était habitués sur la chaîne à faire 1-2 vidéos par semaine, soit des formats d'actu de la semaine, des sortes de grands JT mais hebdomadaires où on revient sur les grands sujets qui ont marqué la semaine, soit des formats de reportage, comme on a fait récemment en Amazonie, on est parti pour tourner un documentaire, là au meeting de Trump récemment aux États-Unis. On est habitué à ces deux formats et au moment du début du confinement, on s'est dit, là il y a quand même une quantité d'informations qui est immense, sur un format d'actu de la semaine. On ne peut pas mettre la quantité d'informations qui se passe au quotidien et on n'a pas ce suivi au quotidien. Et c'est important, c'est intéressant d'avoir potentiellement un suivi au quotidien de ce qui va se passer. On le faisait déjà sur Instagram, sur un format court en moins d'1 minute qui se lit assez rapidement, mais on ne le faisait pas sur YouTube. Et donc on s'est posé la question, on s'est dit est-ce que ça va pas spammer les gens de faire une vidéo par jour comme ça sur YouTube ? Et au final, on est parti sur ce format de se dire en moins de 10 minutes, on va donner l'essentiel de l'actualité. Évidemment, on ne va pas pouvoir rentrer dans les détails de tous les sujets parce que c'est un format qui est assez court et pour une vidéo de 10 minutes. C'est un format flash info en réalité. Exactement. En fait, et d'ailleurs, moi, ce qui m'a frappé, c'est que dans le ton, ça m'a vachement fait penser au ton journalistique classique. En fait, pour moi, il y a eu une volonté, sur une vidéo de moins de 10 minutes, de traiter non pas une dizaine de sujets, sinon on fait vraiment une phrase par sujet, mais de traiter 4 sujets et donc faire des vidéos où on va passer en gros 2 minutes 30 par sujet. Et sur ces 2 minutes 30, on va avoir un format qui est assez cuté, très rythmé, où on va faire en sorte qu'on ait un maximum d'informations les plus accessibles possibles sur chacun des sujets. Évidemment, c'est pas, toutes les informations ne seront pas disponibles sur ces 2 minutes 30 parce que c'est trop peu pour traiter tout le sujet, mais au moins on a un premier aperçu qui, au quotidien, peut être assez intéressant pour comprendre ce qui se passe. Et là, le gros du travail sur ce format, c'est vraiment de faire en sorte que... Parce que sur ce format des actus quotidiennes, du format quotidien, contrairement à nos reportages ou à nos autres formats où là on va sortir des informations exclusives, sur ce format d'actu quotidienne, en fait c'est un résumé de l'actualité que effectivement vous avez pu avoir entendu dans d'autres médias ou autres. Sauf que là on fait de la pédagogie. Sauf que là on fait de la pédagogie, on ressort des sujets qui nous paraissent importants, ou alors on prend les gros sujets du jour. Je sais pas, aujourd'hui on va avoir une annonce du gouvernement, on va parler des annonces du gouvernement, des réactions, de pourquoi ça ne fait pas, pourquoi ça fait polémique ou pourquoi ça fait débat. Le tout en faisant très attention sur ce format, on a en gros 10 000 caractères de texte pour une vidéo de moins de 10 minutes, à ce que tout soit accessible et tout soit clair, y compris pour quelqu'un qui ne suit pas l'actualité au quotidien. Jean, chez toi aussi, la pédagogie est au cœur de ton boulot. Ça passe, on en parlait tout à l'heure, ça passe notamment par le chat, qui te pose énormément de questions, qui ne sont pas surinformés et qui du coup comptent sur toi pour les éclairer sur la politique. Exemple avec cette question d'un internaute récemment, c'était sur le projet de loi Avia. Peux-tu rappeler rapidement le contenu de la loi Avia ? Alors le contenu de la loi Avia, pour le coup, la loi Avia, c'était une loi qui proposait de lutter contre le harcèlement en ligne et qui proposait notamment de rendre obligatoire par les... J'en parle au passé parce qu'en fait, elle a été censurée par le Conseil constitutionnel et du coup, elle va revenir a priori au Parlement qui du coup va devoir revoter une nouvelle version de la loi améliorée pour ne pas être censurée par le Conseil constitutionnel. C'est à ça que ça sert, le Conseil constitutionnel, clairement.
Pardon. Et c'était une loi donc, qui proposait d'obliger les GAFAM, donc les géants, les Facebook, les Twitter, etc., à supprimer en 24 heures les contenus signalés comme faisant l'apologie du terrorisme. Si je ne dis pas de bêtises, c'était ça. Jean, sur sa chaîne, se croisent des habitués de Jean Massier à Acropolis, qui du coup commencent à devenir des aficionados de la politique, et d'autres personnes qui tombent par hasard sur ta chaîne et qui n'y connaissent rien. Comment composer entre ceux pour qui la politique est devenue une passion et ceux qui ont du mal à comprendre les différents enjeux? Alors pour moi, le tri, il est vite fait. Je m'adresse à ceux qui ont du mal à comprendre les enjeux. Clairement, les passionnés de politique, les gens comme moi, c'est-à-dire qui font des études, qui ont eu un parcours d'engagement, etc., ils n'ont pas besoin de moi. Ils ont déjà plein de médias qui peuvent consommer ailleurs, qui vont leur apporter un tas d'informations, qui va les intéresser, etc. Moi, ce que je vais vraiment chercher, celui à qui je veux m'adresser, c'est vraiment celui qui est largué sur l'actualité et qui, la politique... c'est vraiment, c'est pas son truc, il se sent très éloigné, il se déclare lui-même apolitique, moi j'y connais rien, etc. Ces gens-là qui sont très en retrait. Mais du coup, de pour la ces gens-là, c'est vraiment eux que je vais chercher. Pour ces gens-là, c'est pas austère de voir l'Assemblée sur un live et de Mais c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis là. Et tu vois, de la même manière que Hugo sur la question du format, moi j'ai une ambition qui est très importante, c'est à ce que les personnes passent un bon moment. Le fun et le caractère très détendu de mes streams, ça participe aussi de ça. C'est que je ne veux pas que l'on vienne sur mes streams par obligation, parce qu'on se sent un peu obligé de suivre l'actualité, parce que quand même c'est important. Non, moi je veux qu'on passe passer un bon moment, je veux qu'on vienne passer un bon moment, que ce soit cool, que vraiment on se détende, et qu'au passage, en fait, on apprend plein de trucs. Ouais, tu mets de plus en plus d'humeur et de sourire dans tes lives. De plus en plus, encore plus qu'avant, effectivement. Moi, je trouve ça assez important. Maintenant, j'incarne encore plus la chaîne qu'avant. Et je trouve ça vraiment important de prendre le temps d'ancrer tout ça dans la réalité. Je passe du temps à demander aux gens comment ils vont, comment se passe le confinement pour eux, ce genre de questions-là. Pour moi, c'est vraiment important de créer cette espèce d'espace un peu détente où on est dans un canapé tous ensemble, on est en train de prendre l'apéro. C'est pas une émission chiante, je suis pas sur un tabouret haut avec un costume cravate, on est entre nous, tranquille. Je suis pas au-dessus de vous, on est juste là pour discuter. Et ça, tu vois, cette ambiance-là, un peu détendue, un peu fun, c'est une des clés qui fait que des gens vont regarder mon stream. Et moi, je suis super content parce que parfois, je reçois des messages de gens qui me disent « Putain, mais c'est dingue, ça fait 2 heures que je suis en train de regarder l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui m'a pris ? Enfin, comment ça se fait que ça fait 2 heures ? J'ai été pris par le truc parce que je me sens bien, parce que c'est cool, parce que j'apprends des trucs. Et c'est comme ça que ça fonctionne vraiment. » Moi, ce qui m'a frappé chez toi, c'est que justement, on s'y sent bien sur le chat. Alors, on pourrait penser que dès qu'on parle de politique sur Internet, il y a des militants qui se déchirent, etc. Comment tu as fait pour tenir à l'écart tous les militants un peu vénères qu'on retrouve ailleurs sur les réseaux ? En fait, j'ai rien fait de particulier. J'ai juste créé une ambiance dans laquelle les militants ou les trolls ou les personnes qui viennent revendiquer vont pas se sentir au bon endroit. Moi, j'ai vraiment créé un espèce de salon de thé, c'est un truc vraiment chill, détente, tout le monde est assis, tout le monde est cool, ça se passe bien, on dialogue, ça se passe bien. Le mec qui débarque pour hurler un slogan ou un truc comme ça, en fait, ça va pas le faire là. Je suis désolé, mais t'es pas au bon endroit. Et en mais fait, au début, on t'a un peu sauté à la gorge. Non, très peu. Non, vraiment. J'ai calculé, on a un taux de modération, donc le nombre de messages qu'on est obligé de supprimer, de 0,3%. En fait, c'est que dalle. On n'intervient pas, très peu. C'est juste l'ambiance en fait qui fait que. Les gens qui... encore une fois, oui, les gens qui viennent militer, qui viennent défendre une position, en fait, c'est pas le bon endroit sur Internet, les gars. Il y a plein d'autres endroits. Allez sur Twitter, ça se passe très bien là-bas. Ici, sur ce chat, vraiment, l'ambiance, elle est chill. Enfin, voilà. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai fait. J'ai pas fait grand-chose. Est-ce que tu t'es posé la question de mettre plus en avant tes engagements personnels, tes convictions ? Non, c'est peu, parce que c'est pas pour ça que j'ai créé ce projet. Je veux dire, mes opinions, elles sont bien là où elles sont. Je n'apporte pas grand-chose aux gens. J'ai l'impression de ne pas apporter grand-chose aux gens en leur disant ce que moi je pense. Je préfère leur apporter des éléments de compréhension, de la pédagogie, des trucs comme ça et des moments sympas plutôt que de leur dire ce que je pense. Il y a déjà plein de gens sur Internet qui passent leur journée à dire ce qu'ils pensent. Voilà. Après, mais justement, je suis pas neutre pour autant. Hugo, pour le coup, a la même démarche. Ouais. Et pourtant, c'est désarçonnant parce que sur les réseaux sociaux, tout le monde passe son temps à dire ce qu'il pense. Même des journalistes qu'on voit ailleurs sur des plateaux télé et dans nos journaux. C'est pas grave. Enfin, moi, je comprends les gens qui font ça. Honnêtement, il y a aussi des youtubeurs très talentueux qui font des chaînes où ils donnent leur opinion sur l'actualité et je trouve ça très bien. C'est juste que Hugo et moi, on a un positionnement éditorial qui est pas exactement le même. On veut apporter autre chose que nos opinions personnelles, mais pour autant, on va pas se mentir, on n'est pas neutre pour autant. Moi, si je me fais chier à faire tout ce projet-là, c'est aussi parce que je suis démocrate. Donc, tu vois, mon opinion, elle est là aussi. Hein. C'est que je veux que la démocratie concerne tout le monde et que tout le monde se sente intéressé par la politique. C'est une opinion. Donc, ça transparaît aussi, évidemment, la diversité, la lutte contre le racisme, ça transparaît par les contenus qu'on produit. Donc évidemment, on n'est pas neutre, évidemment, bien sûr que non. Oui, c'est drôle, c'est un sujet qui revient souvent dans les commentaires. Ah bon, on te le demande souvent, toi. On a souvent des trucs de j'aime bien ta chaîne parce que t'es neutre, ou alors à l'inverse, là-dessus, je trouve que t'as manqué de neutralité. Et en fait, par définition, déjà, un journaliste n'est pas neutre, mais ça, c'est une évidence, il ne peut pas l'être, on n'est pas un robot. C'est un objet social, donc forcément. Évidemment. Et donc ça, c'est une première chose. Et au-delà de ça, ne serait-ce que dans le choix des sujets que tu vas faire au quotidien, il y a
évidemment une absence de neutralité qui est tout à fait normale, mais il y a des choix éditoriaux qui sont faits. Mais la question de la neutralité est importante, et moi j'essaie maintenant de plus en plus d'expliquer, de dire, on fait nous un choix dans les sujets qu'on pousse, sujets importants ou sujets qui méritent d'être évoqués parce que ça fait beaucoup parler auprès des jeunes, et il y a un besoin d'explication pour montrer les coulisses derrière. Et derrière, évidemment, nous quand on fait un format des bonnes nouvelles sur Instagram chaque semaine et qu'on donne 5 bonnes nouvelles par semaine, bah oui, le fait de dire que le mariage pour tous a été autorisé dans tel ou tel pays, bah c'est une prise de position éditoriale de dire que oui, c'est une bonne nouvelle, et moi je trouve que c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a des sujets tabous sur ta chaîne? Je pense pas. Je pense pas qu'il y ait de sujet tabou, non. Là, je vois pas ce qui pourrait apparaître. Jean, chez toi, il y a des sujets parce que tu sais que le moi, il n'y a pas de donc... sujet en fait sur ma chaîne. Moi, c'est l'actualité, ma chaîne. Donc, il y a pas mal de gens qui me disent pourquoi tu parles jamais de ça. Non, mais en fait, c'est pas que j'en parle pas. C'est qu'en fait, moi, c'est l'actualité qui dit ce dont je vais parler. Donc, moi, j'ai pas de sujet tabou. L'actualité vient mettre le sujet laïcité sur la table. Bon, bah, on va en parler de fait puisque c'est dans l'actualité. Mais non, il n'y a pas de sujet tabou, non, sûrement pas. Non, il y a éventuellement un truc que je trouve assez intéressant, c'est, sans forcément parler de sujets tabous, c'est certaines approches qui vont être parfois vues différemment selon où on se situe politiquement. Je m'explique. Quand j'ai été face à Marine Le Pen sur France 2 il y a 1 an et demi, ouais, dans l'émission politique, tu avais été un des intervenants face à Marine Le Pen. Exactement, donc dans l'émission politique face à Marine Le Pen, pour parler d'un sujet qui était le sujet des fausses informations. Et donc j'étais face à elle sur ce sujet où pendant 10 minutes, j'ai essayé de la mettre face à plusieurs fausses informations qu'elle avait véhiculées. C'est pas la seule politique à véhiculer des fausses infos, mais elle en avait véhiculé sur notamment le traité d'Aix-la-Chapelle à l'époque. Et le fait d'avoir cette démarche de vérification d'informations et de confronter un politique à des potentielles fausses informations, c'est quelque chose qui a été vu par certains dans les commentaires, je le voyais. Alors pas forcément d'ailleurs des gens qui sont abonnés à ma chaîne, mais en tout cas des gens qui passaient, qui ont vu la vidéo sur YouTube, comme une absence de neutralité ou d'objectivité. Alors que c'est un travail de vérification d'informations. Et dans une période, dans un temps, on a quand même beaucoup de fausses infos qui circulent. Cette question-là, je trouve, est assez cruciale parce que souvent, une vérification d'information, et ça vaut d'ailleurs même quand on fait un fact-checking sur un propos d'Emmanuel Macron parce qu'il a balancé une fausse info, ou le gouvernement, bien sûr, on peut avoir des commentaires de « Ah, mais là, t'as pas été neutre parce que t'as critiqué le gouvernement ou t'as critiqué telle autre partie ». Non, on a fait un travail de vérification d'information qui est important et qui est essentiel. C'est pas une prise d'eau, c'est pas une opinion, c'est pas une prise de position là-dessus. Et ça pose aussi une question plus largement dans le débat politique actuel. On a parfois l'impression que une fausse information peut être vue comme une opinion valide à partir du moment où elle est défendue par un politique. Et donc, si on a deux camps et un qui se base sur des faits et un autre qui est complètement sur un élément extrêmement très loin de la réalité, parce que factuellement, ça peut être faux, en fait, les deux éléments devraient être au même niveau parce que c'est deux camps différents qui le défendent. Or, parfois c'est le cas, mais parfois c'est pas le cas. Et il peut y avoir des fausses informations des deux côtés et il faut les vérifier. Jean, je suis d'accord avec Hugo pour dire que la question de la neutralité ou pas de neutralité n'est pas une bonne question. La vraie question, c'est celle du dispositif éditorial qu'on met en place. Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? À qui on s'adresse et pour leur dire quoi? C'est les seules choses qui comptent. Fondamentalement, c'est exactement ce qui compte, quoi. Hugo, il y a 18 mois, tu as interviewé le président de la République. Rien que ça. C'était à l'occasion des élections européennes, une interview qui avait suscité pas mal de réactions dans les médias à l'époque, puisque le président se fait rare en interview. Avec le recul, tu tires quoi de cette interview? Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait si on fait le parallèle avec l'interview de Marine Le Pen, déjà dans le... C'était pas le même contexte. Exactement, mais justement c'est intéressant parce que ça c'est un format qu'on avait fait avec plein d'autres politiques dans les semaines qui ont précédé, ce que d'ailleurs les médias n'ont pas forcément évoqué. On l'a fait avec d'autres candidats, on l'a fait Manon Aubry de la France Insoumise pour les européennes, etc. Dans un format qui est un peu différent de celui que j'ai pu faire avec Marine Le Pen, où il y avait un sujet défini et une sorte de face-à-face sur un sujet. Là, c'était un format qu'on faisait depuis plusieurs mois sur... On prenait des questions du chat, là c'était des formats d'interview en direct, on prenait des questions du chat et on les posait en direct à des personnalités politiques dans l'objectif de créer un dialogue entre deux mondes en fait qui souvent ne se... un peu jeune et puis le politique. Exactement, et deux mondes qui ne se parlent pas forcément. Et donc oui, cette interview s'est faite sur la chaîne en direct sur YouTube. Moi, le fait de le faire en direct me paraissait assez important, dans le sens où j'aimais bien l'idée de me dire... On a une télé, donc Emmanuel Macron à côté de moi. En face, on avait une télé où le chat défilait en direct. Et j'aimais bien l'idée de me dire, le chat est là. Moi, je vais prendre des questions du chat. En gros, j'avais un Google Doc où mon équipe aussi, parce que ça défilait à une vitesse, donc ils arrivaient à piocher des questions. Moi, je les posais au fur et à mesure. Mais le président de la République aussi, s'il voulait, pouvait prendre des questions directement du chat. Et donc, ce côté dialogue était assez intéressant. Après, c'est drôle parce que beaucoup de médias en ont parlé. Oui, parce qu'à l'époque, pour le coup, Macron ne donnait pas d'interview aux journalistes. Ouais. Et d'ailleurs, moi, c'est une question que je voulais te poser. Est-ce que tu as eu le sentiment, à un moment donné, d'être
utilisé par l'exécutif parce qu'il faisait le choix de refuser des interviews de journalistes pour aller sur YouTube, chez un YouTuber. On pourrait penser que la confrontation n'est pas forcément la même. Alors, à partir du moment où, de toute façon, un politique accepte une interview, c'est dans un objectif de communication. Il ne fait pas ça parce que ça lui fait plaisir et qu'il veut juste s'amuser. Non, c'est qu'il a un objectif de communication. À partir de là, nous, c'est aussi notre responsabilité en tant que journaliste ou en tant que média ou même créateur de contenu, de voir qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas et qu'est-ce qu'on veut faire. Si l'interview avait été faite sur la chaîne d'Emmanuel Macron, par exemple, je ne l'aurais jamais fait. Là, il y avait quelque chose où j'avais le contrôle sur le format. Le format, c'est moi qui l'avais défini, ce format d'interview en direct avec les questions qui venaient du public. En fait, le même format que sur les autres. C'est toi qui as fait la demande ou c'est eux qui sont venus vers toi? Moi, régulièrement, très régulièrement, je leur proposais des formats d'interview parce que logiquement, mais comme à d'autres politiques, bien sûr, interviewer le président de la République, c'est quelque chose qui peut être intéressant dans cet objectif-là. Et donc là, en l'occurrence, je leur faisais régulièrement des propositions. Et là, à l'approche des élections, le président de la République voulait s'adresser aux jeunes pour parler de cette question de l'abstention et de jeunes qui votaient pas forcément beaucoup aux européennes habituellement. Et donc là, ils m'ont recontacté en disant on a vu tes propositions, là cette fois-ci potentiellement il pourrait y avoir quelque chose. Et donc ils m'ont dit concrètement ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont dit est-ce que là du coup tu penses que dans ce contexte-là il y aurait quelque chose de ton côté? Moi j'aurais dit je vais réfléchir, je vais voir si ça a du sens d'un point de vue éditorial. Laissez-moi la nuit pour y réfléchir et le lendemain matin je vous fais une proposition par rapport aux autres contenus qu'on fait aujourd'hui. Et donc, je leur ai proposé le même format que ce que j'ai proposé aux politiques les semaines précédentes, à savoir 1 heure d'interview avec des questions qui viennent du chat et qui sont relayées en direct pour créer ce lien entre les jeunes et le politique. Alors, on pourrait croire que tu as pété tous les scores avec cette interview, mais non, c'est pas une des vidéos les plus vues de ta chaîne. D'ailleurs, parmi les vidéos les plus regardées sur ta chaîne YouTube, il y a énormément de reportages, parce qu'il faut le dire, tu fais pas que des flash infos en direct de ton salon, tu fais aussi beaucoup de terrain. Exemple ici avec le Liban, c'était juste après la double explosion de cet été. Le combat va voir ce qui se passe. En tout cas, c'est un moment assez historique qui se passe en ce moment avec la potentielle démission du gouvernement. Donc là, pour bien comprendre, là c'est la place des Martyrs où il y a les manifestations depuis plusieurs jours. Le Parlement est pas trop loin, c'est ça? Non, il est à 4 minutes à pied, juste là. Ah ouais. Ouais, c'est en forme un peu d'hexagone et il y a plusieurs entrées, il y en a 6 à peu près. Et toutes les entrées sont barricadées. On voyait des militaires très lourdement armés. C'était des forces spéciales? Ouais, en fait, depuis un bon moment déjà, le gouvernement est en train de déployer des forces spéciales qui s'appellent des Marawir, les plus hautes forces spéciales de l'armée libanaise en fait, et qui étaient déployées il y a quelques années contre Daesh au nord, à la frontière avec la Syrie, et qui sont maintenant déployées contre les manifestants. Qui se retrouvent ici. Ouais. Des abonnés nous ont croisés et gentiment nous donnent ce remède très rare qui nous permet de moins souffrir quand on se prend du gaz lacrymogène. Bon, alors il y a plein de reportages sur ta chaîne, je vous invite à les regarder bien évidemment. Tu as été récemment aux États-Unis pour les élections. Une question, est-ce que ça te coûte cher d'aller sur le terrain? Tu as une équipe, tu lui parlais de ton équipe tout à l'heure, tu as une équipe autour de toi au quotidien. Comment tu gères niveau thune? Alors, assez paradoxalement, le fait d'augmenter le rythme de production sur la chaîne a fait aussi qu'on a pu augmenter la monétisation des vidéos. Puisque logiquement, quand on se met à faire une vidéo par jour sur la chaîne et que ces vidéos font 200-300 000 vues, ça apporte aussi plus de revenus que quand on faisait une vidéo par semaine. Et donc, ça augmente aussi nos moyens et c'est ce qui nous permet aussi de faire nos reportages aujourd'hui. Il y a une croyance depuis pas mal d'années sur YouTube, peut-être que c'est une légende urbaine, c'est de dire que les contenus politiques et les contenus d'actualité sont moins mis en avant par YouTube et moins monétisés. Est-ce que tu as le sentiment que c'est vrai ou pas? Alors, 2 éléments de réponse là-dessus. En fait, déjà sur la monétisation, il y a beaucoup de vidéos qui sont souvent démonétisées, qui en raison du contenu parfois sensible vont se retrouver démonétisées. Je prends l'exemple de quand on parle d'une attaque terroriste ou même le coronavirus au début de la crise et de la pandémie. Ouais, parce que YouTube avait fait le choix de démonétiser énormément de vidéos pour éviter que les contenus complotistes soient mis en avant. Et du coup, la conséquence, c'était quoi? C'était que pour des médias ou d'autres créateurs de contenu qui traitaient ce sujet avec une approche journalistique, ils se retrouvaient eux aussi démonétisés. Ce qui posait quand même un problème en termes de financement de l'information. Donc ça, c'est le premier sujet où effectivement, on a parfois des contenus qui se retrouvent démonétisés. Là-dessus, j'ai quand même l'impression qu'il y a une amélioration, même s'il reste des gros problèmes. D'ailleurs, au-delà de l'information,
sur des sujets de sexualité par exemple, où il peut y avoir de la prévention, des sujets pédagogiques sur ces sujets-là, qui vont se retrouver démonétisés alors que c'est des contenus qui sont essentiels et qui doivent vivre sur la plateforme. Tu dépends uniquement de la monétisation ? Je ne dépends pas que de la monétisation, ça nous arrive de faire des partenariats par exemple sur Instagram ou sur d'autres plateformes, mais aujourd'hui c'est une source de revenus qui est assez importante et qui nous permet quand même d'avoir une source de revenus relativement stable du fait qu'on s'est mis à faire un format quotidien, quoi. Et l'autre dimension importante en matière de contenu sur Internet et notamment sur YouTube, c'est la question du coup de l'algorithme et de la façon dont les vidéos vont être poussées ou non en fonction du sujet. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des études qui étaient sorties qui montraient que YouTube mettait en avant et poussait via son algorithme davantage de vidéos complotistes et de théories du complot, en tout cas, ou alors des vidéos avec des fausses informations. Et en l'occurrence, nous de notre côté, ce qu'on a pu voir, c'est que certains sujets se retrouvaient parfois moins mis en avant que d'autres. Et nous, on a eu d'ailleurs des mauvaises surprises sur certains sujets. Genre quoi ? Typiquement, sur les vaccins, quand on a fait une vidéo qui fact-checkait des éléments sur la question des vaccins en France, c'était avant qu'on parle du coronavirus ou autre, la vidéo a fait extrêmement peu de vues. Et très clairement, la raison pour laquelle elle faisait très peu de vues, c'est que ça parlait de ce sujet-là. Parce que, en gros, le nombre de vues a drastiquement chuté. J'ai même d'autres expériences sur une autre chaîne qu'on avait à l'époque où, sur un autre sujet, on a changé un mot dans le titre de la vidéo. Et la vidéo, d'un coup, a repris des vues directement. C'est quoi le mot ? Alors le mot, c'était en l'occurrence, alors, je sais plus si c'était cigarette ou un autre mot, mais donc rien à voir avec de l'information en tant que telle, mais un sujet potentiellement sensible lié à une addiction ou autre. Des questions de santé. Et donc, exactement, questions de santé, dans le doute, YouTube, du coup, a priori, de ce que j'ai vu de mon observation, limiter la portée de ce genre de contenu. Donc c'est tout le problème des algorithmes sur Internet. Faut arriver du coup à... C'est terrible, on arrive à des situations où parfois, nous, évidemment, quand il y a une attaque terroriste qu'on doit logiquement évoquer, parce que le sujet est très grave sur YouTube, pour pouvoir faire en sorte de financer notre contenu d'information, et que la vidéo soit quand même monétisée malgré le sujet qui est très sensible, parfois on va mettre sur le titre de la vidéo, on va utiliser un emoji A au lieu de la lettre A pour faire en sorte que l'algorithme ne voit peut-être pas que on parle du sujet à la fin. On arrive à des trucs un peu loufoques, mais voilà, c'est une sorte de défi au quotidien sur YouTube. Ils sont quand même réceptifs au sujet, on voit qu'ils veulent changer les choses, mais ils sont aussi confrontés à des vrais problèmes, eux, de modération, ils doivent faire attention. Bien sûr. Donc c'est une sorte de combat au quotidien. Quoi. Jean, toi aussi, pour le coup, c'est ton travail à temps plein, cette chaîne Twitch. Tu as une équipe de production autour de toi qui s'est engagée à tes côtés. Comment tu t'en sors financièrement sur Twitch ? Parce que c'est un univers qu'en réalité, en France, on connaît assez mal. C'est un univers qu'on connaît assez mal. En fait, sur Twitch, tu as un mode de fonctionnement qui est assez classique. Tous les streamers qui en vivent ont deux sources de revenus. Les abonnements, parce que les personnes peuvent follow gratuitement, mais elles peuvent aussi s'abonner à ta chaîne et verser un peu d'argent chaque mois, ce qui leur débloque des trucs, des goodies. Donc ça, c'est combien de pourcents de ta monétisation, ça ? Combien de pourcents de tes revenus, les abonnements ? En fait, ça doit être 30% à peu près, pas beaucoup plus. Ouais. C'est pas énorme. Et la deuxième source de revenus pour les streamers qui en vivent, en fait, c'est de faire des partenariats avec des éditeurs de jeux vidéo qui veulent qu'on joue à leur jeu et qu'on le montre parce que ça leur fait de la pub. Moi, je joue pas à des jeux vidéo, mais en fait, le format est à peu près le même puisque je travaille avec des médias à qui je vends des émissions, notamment avec Public Sénat. Voilà, la chaîne parlementaire du Sénat, Public Sénat, qui a été la première chaîne de télé au monde à se lancer sur Twitch avec moi, puisqu'on a créé une émission ensemble qui est diffusée, qui est un stream, donc diffusé sur ma chaîne, sur Twitch, et qui est ensuite rediffusé à la télévision sur la TNT. Et après, ça m'arrive aussi de faire des partenariats avec des institutions directement. Je travaille jamais avec les partis politiques, avec les syndicats, etc. Ça, je travaille pas avec eux. Je travaille avec des institutions. Le Parlement européen, par exemple, a envie qu'on parle des élections européennes. Ça tombe bien, j'ai aussi envie qu'on parle des élections européennes. Bon, on fait un partenariat cool où ils me donnent accès à des députés, ils me donnent accès à un plateau, et ça me rémunère. Et donc j'ai fait ça. En termes d'édito, ça pose zéro problème ? Pardon ? En termes d'édito, ça pose zéro problème ? Non, parce qu'on est d'accord sur ce pour qu'on est là. C'est-à-dire, encore une fois, on est d'accord. Ils veulent qu'on parle du Parlement européen. Je veux parler du Parlement européen. Donc on est d'accord là-dessus. Ils me laissent parler du Parlement européen de la manière que j'ai envie d'en parler. C'est assez clair là-dessus. Ils n'interviennent pas dans l'édito. Non, sûrement pas. D'accord. Tu parlais de jeux vidéo tout à l'heure, mais pour le coup, tu joues de temps en temps toi aussi à des jeux vidéo. On t'a vu récemment au The Event jouer à Flight Simulator. Tu peux nous en parler un petit peu ? Je peux t'en parler. Il s'est passé quoi ? Je peux en parler pendant des heures, de Flight Simulator. Il s'est passé quoi de Flight Simulator ? Flight Simulator, c'est un jeu de simulation d'aviation. Simulation d'avion, ouais. Un de tes défis, c'était de conduire un 747 en écoutant... de Manhattan à Kaboul, en écoutant Manhattan Kaboul. En boucle. Et malheureusement, ça s'est pas hyper bien passé. One eternity later. Hop, donc on décolle tout droit et on fait un gros virage à droite dès qu'on a décollé. Et évidemment, on met la musique. En 747...
C'est bien, 747 comme Squeezie a demandé. Exploser dans mes fenêtres. On a l'autorisation de monter à 7900 pieds, on monte à 7900 pieds. C'est vachement compliqué de piloter un avion quand t'as Mr. MV Zerator qui chante. Allez les amis, moi je vais aller me coucher. Je laisse le live tourner. Bonne nuit, des bisous. Le problème c'est que le 747, il est bien buggé du cul. Et qu'on a un risque non négligeable de perdre l'avion en cours de vol. Go faire en 747 sinon c'est pas validé. T'es sérieux Squeezie? Je vous dis juste que je ne peux pas garantir votre sécurité. Les armes, les drapeaux, les patries, les nations. Bon, ce qu'on retiendra de cette émission, c'est qu'il faut surtout pas laisser sa main entre la vie de Jean Massier. Non, une enquête est en cours. Une enquête est en cours, ouais. Je vais pioncer. Non, ouais, on a retrouvé la boîte noire. Hein? On a retrouvé la boîte noire ou pas? On n'a pas encore retrouvé la boîte noire. Toute la lumière sera faite sur cette affaire. Je suis absolument navré. Mes excuses aux familles des victimes. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés par le plateau de Pouce. Alors, il faut suivre l'excellente chaîne Twitch de Jean Massier. C'est l'un des meilleurs commentateurs politiques de notre pays. Et puis, abonnez-vous, bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait, à la chaîne Hugo Décrypte et à son compte Instagram. C'est le même nom. C'est un vrai média à part entière. Il propose énormément de contenu, des contenus au quotidien. Et c'est hyper cool. Merci encore.